les circonstances nous imposent à la fois notre coup de grâce et la solennité avec laquelle nous allons prononcer cette conférence. D'habitude, nous prenons le soin de commenter les propos liminaires. Nous les commentons. Mais aujourd'hui, nous allons les lire intégralement parce que les circonstances nous l'imposent. Il faut que tous ceux qui nous regardent comprennent le sérieux que nous accordons à ce moment et la gravité de la situation. De la Côte d'Ivoire qui ne cesse de se détériorer tous les jours en ce qui concerne les droits de l'homme. Pas plus tard qu'hier nuit, un pauvre petit cyberactiviste inconnu a été arrêté. Et les arguments qui sont à notre possession, puisqu'il n'y a pas eu de convocation du mois, on ne sait même pas pourquoi il a été arrêté. Mais les éléments qu'on a mis à notre possession, c'est-à-dire les vidéos dans laquelle il appelle les Ivoiriens à sortir de façon pacifique, portant les drapeaux de la Côte d'Ivoire, ou aller le 10, s'asseoir dans les maquis pour écouter les délibérations du Conseil constitutionnel. Si telle est l'information qu'on nous donne est vraie, est-ce que cela est suffisant pour interpeller ce jeune homme-là dans ces conditions? On ne peut pas continuer de martyriser le peuple. On ne peut pas continuer de vouloir faire taire tout le monde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la mythologie grecque les philosophes, c'est-à-dire les dieux, le dieu du vin et de la joie, qui ne vit que des dithyrambes, dont le mot dithyrambique, il faut lui dire, tu chanter la gloire pour lui. Quand tu ne chantes pas la gloire, il se fâche. On ne peut pas continuer dans une république avec ça. On ne peut pas continuer. Vous n'allez pas pouvoir arrêter tous les Ivoiriens qui ne sont pas contents. C'est pratiquement plus de la moitié de la Côte d'Ivoire. Au moins, si vous n'avez pas de solution à leur apporter, laissez-les au moins exprimer leur désaccord. C'est le fondement de la République et de la démocratie. Le président Laurent Gbagbo dit ceci: il n'y aurait pas de démocratie si tout le monde était d'accord. La base fondamentale de la démocratie, c'est le désaccord. J'irai même plus loin. La République est fondée sur le principe du désaccord. C'est pourquoi on parle de contrat social. On n'est pas tout le monde d'accord. Donc, nous dénonçons cette énième arrestation qui dénonce l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Après Galakou depuis, après quelques autres cyberactivistes, mais laissez les gens s'exprimer dans ce pays. C'est leur droit. C'est leur droit et c'est constitutionnel. Chers amis, nous vous avons appelé pour vous délivrer la position de PPACI sur les candidatures à l'élection présidentielle. Position que nous avons exprimée par écrit au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je vais lire intégralement le texte parce que le moment l'impose. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, une fois encore, à la veille d'une autre élection présidentielle. Comme à son habitude, notre pays convie tous les vieux démons dont il a du mal à se débarrasser, à perturber la paix sociale pendant la période électorale qui s'ouvre. L'inquiétude gagne tout le monde. Et cela relève du bon sens. Toute personne dotée d'un minimum de conscience ne peut garder
la quiétude devant la volonté résolue du RHDP et de son président de réunir toutes les conditions d'une déflagration sociale dans l'unique but de conserver vaille que vaille, quel qu'en soit le prix pour nos concitoyens et la sous-région, le pouvoir de l'État. Le PPAC et son président, son excellent le président Laurent Gbagbo, qui refuse de se rendre complice de quelque manière que ce soit de cette entreprise périleuse, n'ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement et les chefs de l'État sur la nécessité de créer les conditions d'une élection paisible parce que bénéficiant de toutes les caractéristiques d'une élection démocratique qui exclut l'arbitraire. À cet effet, notre parti s'est prêté à tous les exercices qui sont de nature à prévenir le retour vers un passé sombre très récent de l'histoire de notre pays. Pour rappel, sur instruction de son président, notre parti a participé activement à la 5e phase du dialogue politique, dont les résolutions étaient censées raffermir la réconciliation nationale en évacuant toutes les questions qui sont potentiellement porteuses de jeunes conflictogènes. Lorsque le PPAC a relevé des recommandations importantes de ce dialogue n'avaient pas été implémentées par le gouvernement, il a pris l'initiative de relancer le dialogue en adressant le 15 mars 2024 un courrier au Premier ministre, chef de gouvernement. Dans ce courrier, le PPAC sollicitait une audience auprès du Premier ministre à l'effet de lui soumettre de richesse la question de l'inscription du nom de son excellent président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. N'ayant reçu aucune réponse de ce premier courrier, notre parti a adressé au Premier ministre un second courrier de relance le 12 avril 2024. Jusqu'à ce jour, le PPAC n'a reçu la moindre réponse du chef du gouvernement. Même pas par courtoisie, comme cela se fait dans une administration qui se respecte. Parce que dans un État, quand un citoyen vous écrit, quelle que soit la hauteur de votre fonction, dans une république, vous avez le devoir de lui répondre. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Même pas un courrier d'accusé de réception. Ces ordres sont écrits au Conseil constitutionnel relativement à l'élection présidentielle. Ces observations portent essentiellement sur 2 points. L'illégalité de la candidature de M. Ouattara Alassane, président de la République sortant pour un 4e mandat. Deuxième point, la légalité irréprochable de la candidature du président Laurent Gbagbo. De l'illégalité de la candidature du président sortant. Ce sont des arguments que nous tirons, tout notre argumentaire repose sur le droit. On saisit le Conseil constitutionnel en s'appuyant sur les éléments du droit. Et ce sont ces éléments du droit que nous allons relever, qui sont non attaquables. Selon les articles 55 et 183 de la Constitution, je voulais dire notre position, la position PPACI, repose essentiellement sur 2 articles, qui sont les articles 55 et 183 de la Constitution. Pour mémoire, la Constitution ivoirienne dispose à son article 55, alinéa 1er, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct
il n'est rééligible qu'une seule fois. L'article 183, quant à lui, énonce clairement ce qu'on appelle les dispositions finales de chaque disposition loi ou transitoire, que la législation actuelle en vigueur, c'est-à-dire au moment où on prend la loi de la Constitution de 2016, la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Or, il est constant qu'en la matière de l'élection du président de la République, la Constitution de 2000, qui était en vigueur au moment de l'avènement de l'actuelle Constitution 2016, disposait en son article 35, alinéa 1er, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. L'on relève donc une identité parfaite entre l'article 35 de la Constitution de 2000 et l'article 55 de celle de 2016, tant au niveau des modalités de scrutin universel direct, que de la durée du mandat, 5 ans. Il n'y a donc pas de conflit entre les deux constitutions en cette matière. Or, au moment où la nouvelle constitution était adoptée, M. Ouattara était déjà en cours d'un deuxième mandat. Ce deuxième mandat était le dernier au terme de l'article 35 de la Constitution de 2000, dont les effets sont prolongés par l'article 55 de la Constitution 2016, en ce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux dispositions constitutionnelles. Dès lors, M. Ouattara ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une disposition de la Constitution de 2016 qui lui serait favorable par rapport à celle de 2000 pour briguer un autre mandat au-delà du second mandat qui a pris fin en 2020. J'explique ça de façon terre à terre pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Lorsqu'on élabore une loi, on tient compte de l'existant. Et on dit, toujours vers la fin, nous allons prendre des dispositions pour régler un certain nombre de situations. Et généralement, ce sont qu'on appelle les missions finales ou transitoires. Et ici, la loi a dit, en la Constitution, en 1983, que la nouvelle Constitution, les anciennes dispositions dont l'État est court, qui régit des situations en cours, restent valables tant que ces dispositions ne sont pas en conflit avec les nouvelles dispositions. Or, nous avons lu les deux articles. Ce n'est même pas à interpréter puisqu'ils sont écrits de la même façon avec les mêmes virgules. Donc, le scrutin par lequel les modalités du scrutin, la forme du scrutin par lequel a été élu M. Ouattara n'a pas changé. Le mandat n'a pas changé. Donc, il n'y a aucun conflit entre les deux. Donc, on ne peut revendiquer, à la limite, si la nouvelle loi donnait un bénéfice plus grand à M. Ouattara que l'ancienne loi, on aurait compris qu'il puisse en revendiquer le bénéfice. Mais les deux textes sont identiques. Donc, il n'y a aucune raison qu'on nous parle d'une multitude de mandats. Il en va de même de l'argument totalement inopérant d'un quatrième mandat justifié par un troisième que lui aurait concédé le Conseil constitutionnel. En effet, le cumul de deux légalités ne confère nullement la légalité. Ce n'est pas parce que tu es dans l'illégalité que tu cumules l'illégalité que les deux inégalités donnent quelque chose de la légalité.
1 moins plus 1 moins, ça fait 2 moins, ça fait moins. Ça, on nous a appris ça, au moins en mathématiques. On ne peut pas, sinon autrement, il n'y aurait pas la récidive. Or, chaque tentative, la deuxième tentative de contourner une loi, se nomme la récidive. Il n'y a aucune loi avec récidiviste. Or, la récidive ne confère nullement la légalité. Au contraire, elle renforce la faute. Donc, le PPACI, la candidature du président Ouattara est absolument illégale. Juste pour rappeler qu'en 2010, M. Ouattara avait été candidat à titre exceptionnel pour une seule candidature. Le président Laurent Gbagbo avait pris une mesure constitutionnelle exceptionnelle, l'article 48, pour contourner l'insurmontable obstacle constitutionnel qui empêchait M. Ouattara d'être éligible. C'était le gain de la rébellion. Donc, le chef de l'État actuel a été autorisé de façon exceptionnelle à être candidat en 2000. Et cette question, d'ailleurs, va être le point d'achoppement entre lui et le président du Conseil constitutionnel d'alors, le professeur Vaudier, qui l'exprime de façon claire dans son livre Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel 2010-2015. Et quand vous prenez ce livre, allez-y à la page 123 et 124, vous allez voir que le point d'achoppement, parce que Vaudier, pour ceux qui le connaissent, on peut tout le reprocher, c'est vrai, mais il est pour nous, au moins, on est obligé de le reconnaître et mettre une lumière pour nous. Et il a clairement dit, je ne peux pas, président, si vous ne changez pas la Constitution, je ne peux pas vous autoriser à concourir. C'est lui qui le dit dans son livre. Donc, le président du Conseil constitutionnel, déjà en 2015, entrevoyait l'incapacité de Ouattara à briguer une autre candidature en 2020. En 2015, oui, 2015. En 2015, sans les révisions de la Constitution. Mais en 2015, quand M. Vaudier a été contraint à la démission, le nouveau président du Conseil constitutionnel s'appelait Koné Mamadou, qui est arrivé, il faut le dire les choses. Ça aussi, parfois, ça nous échappe. Il est arrivé dans les arcanes du pouvoir par le bénéfice de la rébellion. Donc, paradoxalement, c'est à quelqu'un qui a combattu l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire à qui on a donné le droit, le pouvoir de veiller à la Constitution. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Alors, il avait jugé, lui, que la candidature du président Ouattara en 2015 était une candidature dérivée. C'est-à-dire, tout simplement, je ne regarde pas la Constitution. Comme vous êtes président, par dérivation, vous pouvez être candidat. Voilà. Voilà. Bien que cette candidature viole et la Constitution et une décision de la Cour suprême qui avait été prononcée en son temps lorsque la Cour suprême était présidée par le magistrat Tiakone. En 2020, le candidat de RHDP a fait un passage en force au prix de plusieurs pertes en vie humaine, dont certaines étaient franchement horribles et indignes de notre pays.
Fort de ce succès, il entend utiliser le même mode opératoire pour un 4e mandat. Le PPACI s'oppose et s'opposera par tous les moyens légaux et pacifiques à ce 4e mandat. Pour ce faire, il attire l'attention du Conseil constitutionnel sur sa responsabilité devant l'histoire, car tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui vont animer. Tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui vont animer. Il est donc de sa responsabilité, donc je parle du Conseil constitutionnel, d'éviter à la Côte d'Ivoire une page sombre de son histoire à cause d'une élection. Surtout qu'en l'occurrence, dans la circonstance, le RHDP et son président demandent une capitulation pure et simple de ses principaux adversaires, dont le président Laurent Gbagbo. Le PPACI s'y oppose et l'a signifié au Conseil constitutionnel avec des arguments de droit. Ce sera le deuxième point de la candidature légale du président Laurent Gbagbo. Le PPACI a dûment investi le président Laurent Gbagbo pour être son candidat à l'élection présidentielle en 2025. Cette investiture a eu lieu pendant la convention du parti convoquée le 10 mai 2024. En application de cette résolution de la convention, la candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée à la CEI le lundi 25 août 2025, soit un jour avant l'expiration du délai de candidature, du dépôt de candidature annoncé par la CEI. Depuis lors, l'on entend ici et là divers commentaires sur la légalité de cette candidature. Certains esprits malsains la qualifient même de défiante vis-à-vis des institutions de l'État. En réponse, le PPACI tient à faire les précisions suivantes, aussi bien en ce qui concerne la légalité de la candidature du président Laurent Gbagbo que de sa portée politique. En ce qui concerne la légalité de la candidature du PPACI, du candidat du PPACI, les arguments de droit solides qui soutiennent celle-ci tiennent pour l'essentiel des dispositions de la Constitution et les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles, il convient de se référer encore à l'article 55 de la Constitution. Cet article énumère en son alinéa 3 les conditions requises pour être candidat. Il est ainsi inscrit ou écrit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans ou moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 55, alinéa 3. Nous allons prendre ces conditions pour pouvoir être que le président Laurent Gbagbo ne les remplit pas. Nous rappelons que la Constitution est la norme suprême dans une République. C'est la fondation de la République, de l'État. Donc, aucune disposition infraconstitutionnelle ne peut venir contredire ou prendre à défaut les dispositions d'une constitution. Cette précision est détaillée. Le président Laurent Gbagbo est né en 1945. Tous ceux qui savent faire les calculs savent qu'il dépasse 35 ans. Donc, il remplit la condition liée à l'âge. Même si vous faites la soustraction, vous n'aurez pas 35 ans. Le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. J'insiste, je répète, je l'ai déjà dit ici, le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. Aucun acte
ou décision judiciaire portant déchéance de ses droits civiques et politiques ne lui a été signifié. Ne lui a jamais signifié un tel acte. La décision qui circule dans les réseaux sociaux, mais qui n'a jamais été adressée, signifiée à l'intéressé lui-même, se rapportant à cette soi-disant condamnation, émanant d'une juridiction totalement incompétente pour juger le président de la République, quel que soit le statut qu'on lui donnait à ce moment-là, qu'il lui considérait comme étant, que cette cour lui considérait comme étant ancien président de la République au moment des faits ou ancien président, elle n'a respecté aucune des dispositions qui encadrent les poursuites du président Laurent Gbagbo. Et cette décision que j'appelle rumeur, parce que vous prenez une décision, vous ne la portez pas à la connaissance de quelqu'un, on va supposer que sur cette décision rumeur, la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on a une décision judiciaire qui relève des rumeurs et qui porte atteinte aux droits de quelqu'un, ne comporte aucune mention relative à une quelconque déchéance de ses droits civiques et politiques. Je rappelle que lorsque le juge prononce une condamnation, il n'est pas obligé de prononcer, même quand la loi le prévoit, de prononcer des déchéances, qu'on appelle les peines complémentaires. Et comme ce sont des peines exceptionnelles, en droit, toute exception s'explique de façon claire. Donc, sur cette fameuse condamnation qui relève des réseaux sociaux, nulle part le juge n'a prononcé la déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Nulle part. Dès lors, il remplit la deuxième condition fixée par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Au demeurant, des actes que le président Laurent Gbagbo pose tous les jours démontrent que le gouvernement est conscient qu'il n'a jamais été déchu. Et nous prenons par exemple l'article 8 de la loi 93-668 du 9 août 1993 relative au Parlement et au parti et au groupement politique. Cet article dit ceci: les membres fondateurs et les dirigeants des partis et groupements politiques doivent être des nationalités ivoiriennes et jouir de leurs droits politiques et civils. Le président Laurent Gbagbo est notre président du PPAC. Il agit ex qualité et est notoirement connu comme tel. Donc, on ne peut pas jouir des droits civiques et politiques pour une situation et en être privé pour une autre. Le président Laurent Gbagbo est le président du PPAC. Quant aux engagements internationaux, il se rapporte à la dernière note du Comité des droits de l'homme, l'ONU, qui a été signifiée aux autorités ivoiriennes. L'on se rappelle que le 21 juillet 2025, le président Laurent Gbagbo a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour contester les actes attentatoires à ses droits politiques que le gouvernement pose à son encontre, en se basant notamment sur une prétendue condamnation liée à l'affaire de la BCAO. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, sur l'histoire de la BCAO, et c'est la dernière fois. Peut-être il y a une tribune, on en a parlé, mais c'est passé, les gens n'ont pas fait attention. Je rappelle que non seulement la BCAO, qui m'en sait, qui n'a jamais porté plainte, qui ne fait pas partie civile,
Mais mieux, l'année fiscale cette année, la loi de finances de la gestion cette année, écrit de façon claire et nette que les dépenses engagées pendant cette période-là, de décembre 2010 à mars 2011, sont des dépenses de salaire régulièrement passées et demandent au Trésor de les comptabiliser comme telles. C'était le commentaire que je voulais faire. Donc le gouvernement ivoirien reconnaît, affirme solennellement, par un texte de loi, qu'il s'agit de dépenses régulières de l'État, dont le président Laurent Gbagbo n'a jamais volé. Et quand je lui dis, je dépense aussi pour moi, je suis heureux, je n'ai jamais volé. En réponse donc à la requête du président Laurent Gbagbo, le 20 août dernier, le comité a demandé à l'État de garantir l'exercice à l'État ivoirien effectif de ses droits, des droits du président Laurent Gbagbo, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. S'il est constant que les mesures provisoires demandées par le requérant ont été rejetées par le comité, il n'en dépend pas moins que le comité a expressément demandé à l'État ivoirien de veiller au respect des droits politiques et civils du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, l'État a une obligation de résultat tout en conservant le libre arbitrage des moyens à mettre en œuvre pour arriver à ce résultat qui consiste au respect des droits politiques du président Laurent Gbagbo. Et l'un de ses droits, c'est de participer à l'élection de 2025. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de choses. Lorsque nous avons saisi le conseil, le comité, nous avons demandé quelque chose de façon précise. On a demandé que le président Laurent Gbagbo, ses droits sont violés de façon constante. Et qu'en ce qui concerne l'élection présidentielle, nous avons demandé un certain nombre de mesures dont son nom, on écrit son nom sur la liste électorale. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce qu'on appelle les mesures provisoires que nous avons demandé. La Cour dit, moi je ne mets même pas dans le comité dit non, moi je n'ai pas un problème avec ça. Je ne vais pas obliger l'État à choisir par quelle voie il va corriger cette injustice. Moi, mon problème, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, quelles qu'en soient les modalités, mais le résultat final doit être le même, préserver les intérêts, les droits politiques du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, la Cour est allée plus loin que nous. C'est vrai qu'elle n'a pas fait d'injonction sur les éléments précis que nous avons demandés. Mais nous, quels qu'en soient ces éléments, l'objectif, c'était d'arriver à ce résultat-là. Donc, j'entends dire, on a rejeté les mesures, les demandes de mesures provisoires qu'on a demandées. Oui, mais ça ne change rien sur le fond de la décision du comité des droits de l'homme. Il dit, OK, vous m'avez demandé un certain nombre de choses, je ne le fais pas, mais vous, l'État, je vous laisse le libre arbitrage. Faites ce que vous voulez. Mais, conformément à votre engagement, l'article 25, il faut que vous arriviez à respecter les droits de vos membres. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle est abyssale. Donc, c'est une recommandation qui pèse sur l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il en est conscient. C'est pourquoi leur avocat était sorti de façon publique là pour dire des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Parce que ça, c'est la réalité. En tout état de cause, l'État ivoirien ne peut se soustraire de cette demande du comité des droits de l'homme sans se mettre au banc de la communauté internationale ni violer la constitution ivoirienne. Et à ces propos, il faut interroger l'article 123 de la constitution ivoirienne
qui consacre la primauté des accords et des traités internationaux sur les lois internes. C'est d'ailleurs l'argument avancé par le Conseil constitutionnel en 2011 pour donner une notion constitutionnelle au pouvoir de M. Ouattara. Vous rappelez bien que lorsque le Conseil constitutionnel s'est réuni pour se dédire en violation de la Constitution, l'argument qu'ils ont avancé pour se couvrir dit, comme l'Union africaine avait dit ça, donc, et que ces recommandations sont supraconstitutionnelles, donc elles sont au-dessus des lois ivoiriennes, au-dessus des lois ivoiriennes, nous nous donnons donc le droit de violer l'article 97 qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et c'est sur la base d'une recommandation de l'Union africaine que M. Ouattara a eu sa première pension constitutionnelle en violation de la Constitution. Donc la jurisprudence, elle est là. Le Conseil constitutionnel ne peut pas échapper à sa propre jurisprudence. Et donc, que ce soit du point de vue du droit interne que du droit international, la candidature du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune source d'illégalité. Nulle part on a écrit que pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution a donné des éléments. Tout au plus, une loi peut venir expliquer, mais elle ne peut pas venir ajouter une charge sur la tête des candidats que la Constitution n'a pas prévue. Et toutes ces dispositions, notamment la note du Comité des droits de l'homme de l'ONU, donnent une envergure encore plus importante à la portée politique de la candidature du président Laurent. Quelle est cette portée politique? L'une des citations les plus connues de celui qui apparaît comme l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme, des droits civils, Martin Luther King, est la suivante. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Sur quoi ajoute l'archevêque anglican sud-africain, ajoute que si vous êtes neutre face à l'injustice, vous avez choisi le camp de l'injustice. Donc, devant une situation injuste, il n'y a pas de position de neutralité. Il n'y a pas d'alternative devant une situation injuste. On la combat, on la combat, on la combat jusqu'à la fin. Et tout système politique vicieux repose toujours sur des lois vicieuses. Soit on les subit, ces lois, ou on les combat. Il a fallu que Rosa Parks, une dame méconnue en ce moment, que personne ne connaissait, décida de ne pas se lever pour céder sa place à un homme blanc dans un bus. Pourtant, régi par la loi pour la civilisation mondiale, parce que les gens pensent que c'était des lois votées par le Parlement américain, qui opérait une distinction selon la race, une distinction des droits selon la race. Et cette dame noire a refusé l'autonomie. Et son refus a donné un écho plus important à la lutte
des droits des Noirs aux États-Unis. L'apartheid aux États-Unis, en Afrique du Sud, elle était fondée sur des lois qui opéraient effectivement une hiérarchie dans la citoyenneté américaine sud-africaine. L'apartheid, ça veut dire le mot bout qui veut dire tout simplement séparation. Ce sont les résistants. Ce sont les résistants noirs américains et d'autres, parce que ce n'est pas tous des noirs sud-africains, et d'autres comme des blancs, des indiens et autres, qui ont combattu ces lois-là pour que nous en arrivons à ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui. Tout près de nous, on n'en parle pas souvent. La colonisation était aussi fondée sur des lois. Nous avons d'ailleurs vu des lois continues ici, d'ailleurs, d'immatriculation, l'accaparement des terres. Elle était fondée sur des lois. Il a fallu que les Côte-d'Ivoire et autres disent non pour qu'on parle d'indépendance. Chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. C'est chaud. Peut-être. On en a deux, non? Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Okay. Voilà. Je répète, chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. Or, le président Laurent Gbagbo est reconnu pour être un combattant inlassable depuis sa tendre jeunesse des situations injustes. Son courage et sa détermination ont réouvert l'accès au droit de vote multipartiste en Côte d'Ivoire. Lui qui a tout donné de ce droit fondamental dans une république ne peut accepter d'en être arbitrairement privé. Sa candidature s'inscrit dans la logique de son combat politique, respectueux des valeurs républicaines. Il a essayé toutes les voies du dialogue. Malheureusement, ces studios ont été hermétiquement fermés par le régime, parfois avec un mépris consommé, comme l'ignorance totale accordée à ces deux demandes d'audience. En fait, le régime attend de nous, du président Laurent Gbagbo et de nous, une simple capitulation. Avec en prime de capitulation, que le président Laurent Gbagbo reconnaisse son état de braqueur de banque. C'est-à-dire, on se tait, ils sont forts, nous on se tait, et puis bon, ils font tout ce qu'ils veulent, et dit bon, voilà. Comme ça, c'est qu'ils appellent la paix. On tout le monde en paix. Et non, nous, on est voleurs, on n'a qu'à côté d'être voleurs. Le PPAC refuse la capitulation devant l'arbitraire. Le PPACI s'oppose à cette humiliation de son président. S'il est vrai que le président Laurent Gbagbo occupe le poste avant-gardiste, la position avant-gardiste dans ce combat, il n'en demeure pas moins vrai que ce combat est l'affaire de toutes et de tous. Le président Laurent Gbagbo a clairement parlé à Port-Boué le 7 juin 2025. Il a surtout parlé le 16 août dernier à Yopougon. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Le RADP
comptant sur les forces de la République qu'il croit avoir privatisées, veut opérer un passage en force pour s'imposer, confirmant ainsi qu'il détient sa légitimité que des armes. Nous devons nous y opposer, sans armes ni violence, mais avec la détermination qui fait reculer même les montagnes. En utilisant tous les leviers démocratiques qui s'offrent à nous, selon nos constitutions. C'est une responsabilité collective qui dépasse la seule personne du président Laurent Gbagbo et celle des seuls militants du PPAC. Le régime ne peut ignorer le message envoyé par la marche du 9 août dernier, tout comme celui du meeting du 16 août 2025. Il ne peut continuer de piétiner la constitution ivoirienne. Il ne peut non plus ignorer l'appel de la communauté internationale exprimé par le comité des droits de l'homme de l'ONU. Seule notre mobilisation, pacifique mais déterminée, doit pouvoir arrêter cette chevauchée solitaire du RHDP qui est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le RHDP ne nous laisse aucun autre choix que d'aller au combat politique, à l'affrontement politique. Sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement dans l'intérêt primordial de la nation. Nous avons tout fait pour éviter la confrontation, pour éviter le combat. Mais puisque cette confrontation s'impose à nous, alors menons-la alors au nom de la justice, de la République et de la démocratie. La direction du PPACI vous donnera dans les plus brefs délais les mots d'ordre précis à cet effet. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la préserve de toute forme d'adoration de l'injustice. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention.